Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. Donc, je vous le disais, il y a deux axes intéressants dans la semaine. Enfin, en tout cas, sur lesquels on a décidé de s'attarder un tout petit peu. D'abord, donc, tout ce qui tourne autour de la mondialisation. Si vous avez vu les émissions lundi, mardi, on en a vu différents aspects. Là, il y a un sujet quand même qui est passionnant depuis plusieurs semaines, qui est cette histoire de puces électroniques, de manque de puces électroniques à l'échelle mondiale. Mais en fait, ça remonte bien avant. Depuis qu'on s'est lancé, il y a 8 mois, et même bien avant, tout ce qui tourne notamment autour de Huawei, tout ce qui tourne autour de la façon dont Donald Trump lui-même d'ailleurs a identifié ce sujet assez vite dans sa bataille contre la Chine, la façon dont la Chine elle-même a décidé de consacrer des sommes considérable, mais vraiment considérable, pour essayer de rattraper son retard, parce qu'elle a du retard là-dessus. Bref, tout ça est vraiment passionnant. Il se trouve que l'Institut Montaigne a publié une note complète là-dessus, donc on va démarrer avec Mathieu Duchâtel. On va parler de tout cela dans le détail. Ensuite, on retrouvera nos entrepreneurs. Vous allez voir ce qui se passe du côté des garages et des pièces détachées automobiles. Encore de l'expertise et de l'analyse avec Laurence Daziano, que vous retrouverez d'ailleurs assez régulièrement. Là, il a écrit un point de vue qui m'a beaucoup surpris autour de la transition à Moscou. Sa conviction, c'est que, contraint ou volontaire, Vladimir Poutine est en train d'organiser sa transition. On est vraiment, pardon pour les plus jeunes d'entre vous, mais on a l'impression revenu dans la grande époque du Kremlin des années 70, autour de Brejnev. C'est assez étonnant. Voilà un petit peu le sommaire. C'est parti, c'est Bismart. Et donc c'est Mathieu Duchâtel qui est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Directeur Asie de l'Institut Montaigne. Et donc vous avez publié une note complète autour de cette affaire de semi-conducteurs. J'imagine d'ailleurs, enfin, la pénurie, depuis combien de temps on en parle de la pénurie? 3 mois facile à peu près, peut-être un peu plus. Oui, c'est vraiment à l'hiver, le tournant du mois de janvier que ça devient vraiment frappant pour l'industrie automobile. Mais on parlait des semi-conducteurs pour autre chose que la pénurie depuis quand même 2-3 ans dans le contexte des relations US-Chine. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment deux aspects différents dont on va parler. Il y a quand même l'aspect pénurie parce qu'il en dit beaucoup sur la concentration en fait aujourd'hui de l'ensemble de l'outil de production notamment et puis de ce qui se fait de plus moderne aujourd'hui en matière de semi-conducteurs. Et puis il y a effectivement cette idée USA-Chine et je pense que et nous au milieu de tout ça. Voilà, mais oui, et nous au milieu de tout ça. D'abord la pénurie. Effectivement, je regardais. Ford estime que ça va lui coûter quand même en résultat opérationnel, entre 1 et 2 milliards et demi de dollars. Oui, c'est considérable. Résultat opérationnel, les amis, pas du chiffre d'affaires. On a une idée un petit peu de l'impact que cette pénurie va avoir, Mathieu, sur les économies développées aujourd'hui? Alors, tout le monde ne l'a pas chiffré. On voit qu'elle a aussi un impact sur l'emploi. On voit que Volkswagen, par exemple, a mis des ouvriers au chômage. Chômage partiel, chômage technique, évidemment. Exactement. Tout à fait. On voit que de nombreux constructeurs sont touchés. Et puis surtout, il y a la question de est-ce que cette pénurie ne va pas s'étendre un peu au-delà, finalement, de l'industrie automobile? Pourquoi est-ce que l'industrie automobile est aujourd'hui particulièrement touchée? Je veux dire, on le sait, mais toutes les industries aujourd'hui consomment des puces électroniques. Alors, complètement. Il y a plusieurs causes à ça. Il y en a au moins 3, en fait. D'abord, ça nous ramène quand même au contexte US-Chine et aux sanctions américaines, enfin aux restrictions américaines sur les acquisitions par Huawei et par les entreprises d'affiliés de Huawei de technologies semi-conducteurs. Ça nous ramène à mai 2019. C'est la première salve qui est tirée par l'administration Trump. Et Huawei commence à constituer des stocks et pèse beaucoup sur l'ensemble des fonderies. Donc, effectivement, la construction, la manufacture de semi-conducteurs est très concentrée sur différents pôles. Et donc, on a l'effet stock Huawei qui s'accroît beaucoup pendant l'année 2020, au moment où les restrictions américaines deviennent plus serrées. C'est un premier effet. Le deuxième effet, c'est vraiment la crise Covid-19 et le fait que d'abord, on a le tout numérique, le pur numérique, qui consomme énormément de semi-conducteurs et comme en général,
On est dans une situation où la production de semi-conducteurs est insuffisante pour faire face à la demande. C'est déjà le cas de manière générale. On a d'une certaine manière une compétition entre le numérique et l'industrie automobile. Sauf que dans l'industrie automobile, on a une pause quand même dans la manufacture au moment des grands confinements et ensuite un pic derrière. Qui fait que tout ça bouscule vraiment le paysage des commandes, des fonderies. Et puis, on a le tout numérique qui prend son envol d'une certaine manière dans le courant de l'année 2020. Et on se retrouve aujourd'hui avec une situation où ces différents facteurs rentrent en jeu et créent cette pénurie. On appelle ça tempête parfaite, Voilà, parfois. Voilà. Non, mais vraiment, c'est ça. Quand différents éléments qui, a priori, n'ont aucune raison de se rencontrer, se rencontrent pour créer cela. On peut presque ajouter aussi, Mathieu, ce qui se joue. Donc, on l'a beaucoup raconté. Ce qui d'ailleurs permet de dire d'un mot quand même, qu'il va falloir un tout petit peu se calmer sur nos analyses, j'en vois fleurir un petit peu partout là, sur nos analyses sur le déficit du commerce extérieur qui se creuse. Mais oui, il se creuse évidemment. On a tous acheté des ordinateurs pour télétravailler. C'est peut-être pas le signe, je le dis juste comme ça, d'un déséquilibre structurel qui se serait creusé. C'est peut-être quelque chose de vraiment conjoncturel, mais en même temps, comme vous le dites, d'abord, il a fallu approvisionner l'ensemble de ceux qui fabriquaient ces micro-ordinateurs, l'ensemble de ces produits électroniques, et puis il a fallu les acheminer. Et donc la pénurie de containers, la pénurie, tout ce qui tourne, tout ce qu'on voit partout autour du trafic maritime, etc. Enfin voilà, tout ça c'est conjugué. Bloomberg dit, il y a juste un chiffre, Bloomberg dit coût total supérieur à 60 milliards de dollars sur cette pénurie. On va aller sur la guerre sino-américaine. Juste, vous avez, Mathieu, une idée de combien de temps ça va prendre aujourd'hui? On lit qu'on n'est pas au bout, que ça pourra encore durer un bon trimestre. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Les quelques sources que j'ai eues sur le sujet disent que à la fin de l'année 2020, on ne sera pas encore complètement de l'année 2021. Fin de l'année 2021, tout le monde n'aura pas assuré ses approvisionnements. Il y aura encore de la tension. Guerre sino-américaine. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est que la Chine n'y est pas, en fait, sur ce sujet, Mathieu. C'est ça, la Chine est en retard. Sur les semi-conducteurs, oui, le sujet, c'est que les semi-conducteurs ont été vraiment identifiés par l'administration Trump comme une vulnérabilité chinoise. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité malgré le fait que la Chine est l'un des 6 pôles, on va dire, mondiaux de production de semi-conducteurs. Les autres étant les États-Unis, Taïwan, le Japon, la Corée du Sud et l'Europe. Donc la Chine est très présente, elle a une industrie complète, mais elle a 2 vulnérabilités très fortes. La première, c'est que pour ce qui est du tout numérique, donc c'est-à-dire vraiment le très haut de gamme dans la production de semi-conducteurs, on a besoin de fonderies qui gravent en 7 nanomètres. Ouais. Alors, les nanomètres indiquent la taille, l'espace entre 2 transistors sur votre gaufre de silicone. Donc on grave de plus en plus fin. Les nanomètres sont de moins en moins nombreux. À 7, on a un seuil. Et seules 2 entreprises dans le monde sont capables de graver en 7 nanomètres. Vous avez TSMC à Taïwan et vous avez Samsung en Corée du Sud. Il se trouve que le 7 nanomètres et en deçà le 5 nanomètres sont vraiment centraux pour pouvoir produire des microprocesseurs pour les smartphones haut de gamme, par exemple. On est vraiment dans le numérique haut de gamme. Absolument, dans la très haute technologie. Et la compétition porte en partie sur le très haut de gamme. Donc la Chine veut rattraper son retard là-dessus, et c'est crucial pour elle sur un plan stratégique, disons à 20 ans, 30 ans, parce que la compétition sino-américaine est beaucoup sur la révolution numérique, à la fois sur sa dimension économique, c'est un marché énorme, mais aussi sur, disons, les fondements scientifiques et technologiques qui accompagnent cette puissance économique. Donc ce seuil de 7 nanomètres, là, c'est absolument passionnant. En dessous, on est à 5. Je lis même qu'en fait, il faudra descendre à 2 à un moment. Alors Mathieu. 2, on dit que c'est la limite physique. C'est la limite physique, ouais, voilà, c'est ça. Tout à fait. La fin de la loi de Moore, comme on dit, qui prévoyait que la taille entre 2 transistors ne cesserait de diminuer. Mais c'est vraiment cette finesse de gravure qui, derrière, va donner la puissance de l'ensemble du système dans lequel sont embarqués ces microprocesseurs. C'est ça le sujet. Tout à fait. La puissance de calcul. La puissance de calcul, et donc derrière la puissance. Et par exemple, parce qu'on en parle beaucoup pour la voiture autonome, ce sera absolument indispensable de descendre dans ces finesses de gravure. Alors aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Des entreprises très innovantes commencent à construire des systèmes pour les voitures autonomes qui gravent en 12-10 nanomètres. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, l'industrie automobile est quand même plus dans le 28 nanomètres, voire plus. Parce qu'il y a de la place.
Parce qu'il y a aussi besoin d'une fiabilité plus importante. Et on n'a pas besoin d'autant de mémoire, de calcul, de puissance de calcul. Donc on a quand même 2 générations de circuits intégrés pour l'automobile et pour les iPhones. Et il faut ajouter quand même, donc vous l'avez dit, l'une des 2 fonderies les plus efficaces du monde aujourd'hui est à Taïwan. Tout à fait. Et on sait le sujet géostratégique majeur que représente aujourd'hui Taïwan, et notamment les relations avec Taïwan avec la Chine. Ça aussi, ça ajoute un tout petit peu je trouve, de complexité à ce sujet, et en tout cas comment dire, dans la volonté de la Chine absolue d'essayer de rattraper son retard. Je pense que le fait que Taïwan joue un rôle central là-dedans n'est pas forcément bien sûr, on pense bien qu'avec les lunettes politiques qu'on peut avoir à Pékin, il y a tout de suite l'idée qu'une réunification avec Taïwan pourrait résoudre le problème pour la Chine, d'une certaine manière, que cette industrie taïwanaise des semi-conducteurs deviendrait une industrie chinoise. L'entreprise taïwanaise TSMC, qui est donc en duopole avec Samsung, a fait un choix stratégique vraiment très important l'année dernière, puisque finalement, TSMC va construire aux États-Unis, en Arizona, une fonderie qui va graver en 5 nanomètres. Donc on aura un 3e pôle de production mondiale après la Corée du Sud et Taïwan en Arizona, avec des subventions américaines importantes, dont on ne connaît pas les montants exacts, financées par le gouvernement fédéral et par l'État d'Arizona, avec l'idée que cette fonderie permettra à l'industrie numérique américaine d'avoir une fonderie à côté, mais aussi de soutenir la recherche et le développement de différents secteurs de l'économie américaine. Nous, là-dedans, on a une place quand même. Alors, c'est là où j'ai besoin de vos lumières, Mathieu. Parce que nous, on a quand même, dans l'ensemble de cette chaîne, les Européens, des éléments de valeur qui sont importants. On a des forces. L'Europe a des acteurs très importants de l'industrie des semi-conducteurs. L'Europe a 3 fonderies qui sont STMicro, NXP, Infineon, très forts sur l'industrie automobile en particulier, qui gravent en 28 nanomètres. Elles ne descendent pas en dessous. Qui ont fait le choix jusqu'à présent de ne pas descendre en dessous, mais qui ont un marché très important du fait, on le voit aujourd'hui avec la pénurie dans l'automobile, ça les positionne très bien. Et puis l'Europe a aussi un monopole, ça on le dit peu, de la lithographie extrême ultraviolet. Alors derrière le terme un peu barbare, il y a l'idée qu'on a besoin de machines qui gravent ces circuits intégrés en 7 nanomètres. Donc l'entreprise ASML aux Pays-Bas fournit toutes les machines dont Samsung et TSMC ont besoin pour réaliser leurs prouesses techniques. Donc l'Europe est au cœur. Non, mais les acronymes n'aident pas à la compréhension du sujet. TSMC, donc c'est les Taïwanais, ça commence par un T, c'est Taïwan. Ouais. Et ASML, effectivement, c'est néerlandaise, je crois. C'est une entreprise néerlandaise. Néerlandaise, qui elle, effectivement, alors sur les plaques de silicium, c'est ça, qui ont été très finement découpées, a la possibilité de graver et fait les machines de gravage. En fait. Exactement. Une machine qui fait à peu près la taille de ce studio, qui coûte 150 millions de dollars et qui vous permet de graver très finement sur votre plaque de silicone. Elle est la seule au monde à faire ça? Oui. Aujourd'hui, c'est la seule. Si l'Europe dit ASML, vous arrêtez d'envoyer vos machines à Taïwan ou en Corée à Samsung, non, pas d'alternative. Les gars sont coincés. Complètement. Oui. Donc l'Europe a des goulets d'étranglement aussi. Enfin, ce goulet d'étranglement est bien sûr le plus symbolique, c'est le plus fort. Mais c'est incroyable. Allez-y, continuez. Oui. Est-ce qu'on peut parler aussi, parce que c'est une autre entreprise dont vous voyez le nom, ARM. Eux sont des architectes, d'après ce que j'ai compris, Mathieu, c'est ça? C'est les architectes des microprocesseurs? Alors exactement. Vous avez, tout en haut de la chaîne, vous avez un concepteur de semi-conducteurs. Vous prenez par exemple Broadcom ou Qualcomm, qui vont concevoir un circuit intégré pour votre téléphone portable de toute nouvelle génération, voilà, de très haute gamme. Et pour ce faire, il va utiliser 2 choses. Il va utiliser des logiciels spécialisés, qui sont très souvent américains, donc ce qui permet aux États-Unis de dominer tout le secteur en amont. Absolument. Et des architectures, donc de la propriété intellectuelle, qui le plus souvent sont la propriété intellectuelle de cette entreprise britannique ARM, qui aujourd'hui est en passe d'être achetée par Nvidia. Par l'américain Nvidia. Alors, elle est britannique, mais enfin, c'est SoftBank, en fait. C'est le japonais SoftBank qui en possède le capital. C'est vrai qu'elle est installée en Grande-Bretagne. Et donc là, c'est Nvidia. Là, on est un peu plus en territoire connu, les amis, avec Nvidia, parce que vous en avez dans
Vous en avez dans votre PC, notamment les cartes graphiques. Hein. Tout à fait. Et donc, c'est Nvidia qui est en fait dans l'ombre, est en train de devenir une des entreprises les plus puissantes du monde. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Oui, je crois Mathieu? alors, surtout avec l'acquisition de ARM, là, on serait dans une position vraiment très, très forte par rapport à ses concurrents. Oui. Et notamment sur toute l'intelligence. On a parlé de l'industrie et des fonderies, mais Nvidia est plus sur l'intelligence des conceptions de l'ensemble de ces circuits, c'est ça, hein, exactement, et moi, il faut vraiment concevoir ça comme l'architecture d'un circuit intégré. C'est ça. Ouais. Tout à fait, et tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin des logiciels de conception pour concevoir ces nouveaux semi-conducteurs. Si vous êtes Apple, si vous êtes Samsung, vous avez besoin de ces logiciels, mais ces logiciels utilisent des architectures spéciales. TSMC, ARM, ASML, voilà des entreprises qu'on ne connaît pratiquement pas et qui sont aussi importantes aujourd'hui que Amazon, Facebook, Google. Voilà. C'est ça qui est absolument passionnant quand même. Bon alors, nous on a lancé, là encore un acronyme, pardon, Bismart est faite pour ça, hein. Je ne savais même pas que ça existait. Alors, projet important d'intérêt européen commun. France, Allemagne, Italie, Espagne, Pologne, c'est ça, hein, Mathieu? Alors c'est pour le premier, ça. C'est pour le premier. Oui. On parle aujourd'hui d'un nouveau. D'accord, mais enfin, restons déjà sur ce projet important d'intérêt européen commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut subventionner à fond l'ensemble de la recherche. Voilà. Exactement. Alors, c'est un instrument de l'Union européenne. Ouais. Donc, ça fonctionne par des choix de projets. Donc, ça fonctionne par coalition d'États. Le premier projet important d'intérêt commun européen sur la microélectronique date de 2018. Il a financé une quarantaine de projets. Alors, pensez véritablement à ST Micro, qui s'allie avec une entreprise allemande, ça doit être binational, transnational, européen, pour une activité précise. Et on a une quarantaine de projets comme ça. Donc ça, c'est en cours. On parle aujourd'hui d'un nouveau projet de ce type qui permettrait à l'Europe, alors c'est ça que les 18 ministres des télécommunications de l'Union européenne, enfin de 18 États membres ont lancé à la fin de l'année dernière, c'est l'idée qu'un nouveau projet important d'intérêt commun pourrait permettre à l'Europe un nouveau financement beaucoup plus important de son industrie microélectronique et peut-être, alors c'est l'idée qui flotte un peu en ce moment, la construction sur leur sol européen d'une fonderie très avancée pour franchir le seuil des 7 nanomètres. On en est encore aujourd'hui à l'état de réflexion. C'est enfin, combien de milliards d'euros pour construire une fonderie qui nous permettrait de graver à 5 nanomètres? Alors, on voit que l'investissement initial de TSMC en Arizona est de 12 milliards de dollars. Ouais. On voit que les fonderies TSMC de cette génération à Taïwan sont au minimum autour de 20 milliards. Et c'est juste une question d'argent où TSMC, Samsung ont aujourd'hui des brevets, des procédés, une propriété intellectuelle qui fait que même si on voulait, même si on mobilisait tous les fonds possibles, on ne pourrait pas les rattraper. Alors, le capital est quand même extrêmement important. Il y a un savoir-faire, bien sûr. Il y a une maîtrise de l'outil. Je parlais de la machine de lithographie. Elle serait vraiment cruciale Absolument. Pour construire une telle fonderie. ASML, ah oui, mais tout là, à ils sont fait chez nous, donc... il y a bien sûr, disons, un seuil quand même de 7 nanomètres qui est difficile à franchir sur le plan de la maîtrise de l'outil industriel et du process. Ouais, je lisais récemment, mais je crois qu'il va venir nous voir d'ailleurs. Alors le patron de Soitec, ST Micro est évidemment le géant, mais c'est vrai que dans cette vallée de Grenoble, il y a tout un écosystème. Il y a notamment Soitec qui est une entreprise de taille intermédiaire, et il disait très franchement, on n'y est pas du tout. Voilà, pas du tout pour essayer effectivement d'aller en dessous des 7, aller à 5, etc. Bon, ah oui, encore un mot. Cette histoire de terres rares. Oui. Alors les terres rares rentrent dans la fabrication des semi-conducteurs. On dit que ça donnerait à la Chine un avantage dans ce jeu un petit peu de rapport de force. Je coupe l'accès si vous nous coupez l'accès. On a quand même un exemple assez récent de coupure en fait des approvisionnements japonais de terres rares par la Chine qui ont poussé le Japon à
développer une chaîne d'approvisionnement alternative qui fonctionne assez bien aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est quand même un problème. C'est pas le problème le plus important. C'est pas le problème le plus important, mais il est quand même assez symbolique dans ce qu'à un moment quand même, parce que en fait, mais tout le monde le sait, on l'a beaucoup dit, ces terres rares ne sont pas rares. Simplement, on a fermé les mines au moment où. Et elles sont polluantes. Et elles sont polluantes. Voilà. Donc à un moment, notre souveraineté, elle est aussi. Enfin, il y a des facteurs là-dedans qui viennent parfois contredire d'autres agendas. Donc c'est ça aussi qui rend ce débat, je trouve, absolument passionnant. Bon, on a fait le tour, Mathieu ? Oui, à peu près. Oui, on est vraiment dans une chaîne de production qui est très interdépendante, avec des goulets d'étranglement à différents endroits, et qui est aujourd'hui bouleversée par la géopolitique, en fait, où Bien ces sûr. goulets d'étranglement sont utilisés pour des agendas stratégiques. Donc, d'un point de vue européen, je pense que ça pose la question de la résilience. Et rester central dans l'interdépendance, ça veut dire cultiver nos propres forces. Et on en a, il faut le prendre en compte. Il y a une vraie question pour l'Europe qui est une question d'avenir. Les États-Unis ont quand même mis 20 ans avant de se décider à faire ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est-à-dire à inviter TSMC à construire une fonderie de toute nouvelle génération. Ils ont été un petit peu poussés à ça aussi par le fait que Intel, le géant Intel, Intel tout le monde connaît, a abandonné son propre projet de fondre en 7 nanomètres. Donc ça a accéléré ce débat aux États-Unis, mais c'est quand même surtout la dimension géopolitique qui a permis d'arriver à cette conclusion du côté américain. Dernier point peut-être. Rapide. Le Japon pense exactement la même chose. On en parle moins, mais le Japon pense à avoir une fonderie sur son propre sol, dans une idée aussi de politique industrielle et de résilience. Mathieu Duchâtel, le directeur Asie de l'Institut Montaigne, était notre invité sur Bismart. J'espère que, moi en tout cas, j'ai appris énormément de choses. On continue les amis. On repart les amis, on repart avec Laurence Daziano, économiste, Sciences Po, spécialiste des marchés émergents et de la Russie. Et Laurence, vous avez écrit un point de vue dans Les Échos qui m'a vraiment surpris au moment où on pense que le régime russe est plus refermé que jamais. Vous dites « La transition de l'après-Vladimir Poutine a commencé ». Oui. Alors racontez-moi ça. Ça n'est pas exclusif l'un de l'autre. Ce n'est pas parce que le régime se resserre que la transition n'est pas en route. Alors d'accord. Donc ça veut dire qu'on est... Alors, et vous avez raison. Ce que vous dites d'abord, c'est que ce n'est pas Vladimir Poutine en fait, qui est au pouvoir, c'est quand même un collège. Tout à fait. Tout à fait. Et ça fait maintenant plusieurs années. Alors on le voit moins en Occident, mais quand on regarde ceux qui travaillent ou ceux qui sont dans l'entourage de Vladimir Poutine, et notamment, par exemple, Sergueï Shoïgu, que j'ai cité, qui est le ministre de la Défense, il est dans l'entourage de Poutine à très haut niveau depuis 2012. Donc, ce n'est pas un nouveau venu non plus. Quand on voit également Avdeyev, lui aussi, il est dans l'entourage de Poutine depuis longtemps. Il est au Vatican, je crois, lui aussi, depuis 2012. Alors, vous citez ça, l'ambassadeur au Vatican, en fait, c'est un gars qui a une influence considérable. Oui, alors il a une influence considérable parce que c'est un diplomate, c'est le doyen du corps diplomatique russe, donc il a une très forte influence. Et il est au Vatican aujourd'hui, mais en étant au Vatican, en fait, c'est tous les courants religieux et notamment tout ce qui est l'orthodoxie. Et on minimise en Europe de l'Ouest l'importance de l'orthodoxie. Déjà, ça permet d'expliquer aussi un petit peu la relation avec l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que le foyer de l'orthodoxie, c'est Kiev. Absolument. Donc ça permet de remettre sur un autre plan les rapports entre la Russie et l'Ukraine. Et pourquoi est-ce que l'Ukraine est aussi importante pour les Russes ? Ensuite, Shoïgu notamment a remis aussi au sein des forces armées l'orthodoxie au goût du jour. Et si vous regardez la réforme de la Constitution qui a eu lieu l'année dernière, alors on a vu, nous, en Occident, que le fait que les pouvoirs du président étaient prorogés et que Vladimir Poutine pouvait rester au pouvoir. Mais dans cette réforme de la Constitution, c'était un petit peu un fourre-tout. Et parmi le fourre-tout, il y avait la foi orthodoxe qui est maintenant marquée dans la Constitution aussi. Donc, vous voyez que l'élément religieux est également important et donc ça n'est finalement pas si étonnant que ça, que ce diplomate chevronné au poste où il est
ait une influence telle sur les affaires de la Russie, parce que ça va être aussi, donc ça va influer sur l'Ukraine, mais ça influe aussi sur la Syrie. Et donc ça veut dire que c'est quoi? C'est un pouvoir collégial en fait? Oui, c'est un pouvoir collégial, d'autant plus collégial que l'on voit Vladimir Poutine de plus en plus en retrait. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a depuis un peu plus d'un an maintenant, il y a le Covid, donc tous les confinements. Alors même si la Russie a levé officiellement son confinement généralisé en juin, parce qu'il fallait voter en juillet, donc il fallait voter, voilà, il fallait voter pour la réforme de la Constitution fin juin, donc tout ce qui était confinement a été levé, et le confinement maintenant se fait, au niveau régional ou municipal. Donc, ça n'est pas Vladimir Poutine qui décide. Je comprends. Donc, ça n'est pas Vladimir Poutine qui est responsable le cas échéant. D'accord ? Donc, Vladimir Poutine a plus ou moins disparu des écrans. D'abord parce qu'il y a le confinement, mais surtout parce qu'il est malade. Et il n'est pas à Moscou. La plupart du temps, il est à Sotchi. Donc, on voit qu'il y a, on ne va pas dire une vacance du pouvoir parce que c'est bien huilé, mais on a un Vladimir Poutine qui est en retrait. Sur la scène internationale, on le voit. D'ailleurs, sa grande conférence de presse de la fin de l'année qu'il donne toujours et qui dure au moins 4 heures à 4 heures et demie, il l'a effectivement donné. Les journalistes étaient bien dans un centre de conférence à Moscou, mais lui était par visio et il était ailleurs. Il n'était pas à Moscou. Et il était à Sotchi. Probablement à Sotchi. Donc au bord de la mer Noire, hein, c'est ça, hein, voilà. Sotchi, voilà. Mais malade, gravement malade ou conjoncturellement malade? Alors, ce serait un Parkinson qui serait relativement sérieux, oui. Ça alors? Oui. Et donc, ça veut dire que tout ce qu'on voit là, notamment autour de Alexeï Navalny, hein, l'opposant, tout ce qu'on voit en fait est une décision collégiale d'un pouvoir, mais alors qui nous rappelle, je le disais dans le sommaire, qui nous rappelle le Kremlin, on va dire, des années 70, quoi, globalement. Années 70 ou 80. Ou 80, voilà, c'est ça. Effectivement, ça peut rappeler cette sauf qu'en 80, il avait pris une tournure qui n'est pas vraiment celle de Vladimir Poutine. C'est pour ça que je le sens plus proche de Brejnev que de Gorbatchev. Il est effectivement plus proche de Brejnev que de Gorbatchev. C'est un peu ça. Donc c'est ça, c'est un pouvoir collégial, en fait, aujourd'hui. Alors c'est un pouvoir collégial. Et qui décide de faire de Navalny une forme de symbole, parce que c'est une forme de symbole de ce que la Russie continue, je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble d'ailleurs, Laurence, dans cette idée qu'elle n'a aucune leçon d'aucune sorte à recevoir de l'Occident, point à la ligne. Alors, déjà, en tant que grand empire, qu'ancien grand empire et que puissance, même si on va le voir, parce qu'on va parler peut-être plus d'économie après, ça n'est plus une puissance économique. Navalny, c'est vraiment un signe alors à la fois de mobilisation de la population, mais aussi de protestation de la population. Mais j'ai presque envie de dire que c'est un épiphénomène. Navalny, c'est un avocat qui, lui, s'oppose au gouvernement, s'oppose à Poutine sur le thème de la corruption. D'accord ? Il a fait beaucoup d'émissions sur la corruption. Bon. Et c'est vraiment son angle d'attaque. Et d'ailleurs, il a tellement attaqué Dimitri Medvedev que Poutine a fini par s'en séparer parce qu'il montrait vraiment que la corruption à ce niveau-là... Oui, vous n'en parlez pas du tout de Medvedev d'ailleurs. Il est sorti du premier cercle. Il est sorti du premier cercle. Donc la corruption est vraiment le jeu de Navalny. Et le fait qu'il ait été emprisonné tout de suite à son arrivée, pour moi, c'est plus un signe de faiblesse du pouvoir russe. Et de montrer qu'il est vraiment dangereux. Parce qu'en fait, Navalny ne représente qu'une fraction de la population russe. Tout à fait. L'audience de Navalny est assez limitée au sein de la population russe. Alors, elle a beaucoup grandi ces derniers temps du fait de ce qui s'est passé, mais son audience, en fait, est assez faible parce qu'il est totalement interdit de médias nationaux, de médias officiels, donc il n'existe pas dans les médias officiels. Or, la majorité de la population russe, ses sources d'information sont quand même les médias officiels. Navalny, lui, a une chaîne YouTube qui marche très bien, dont l'audience a doublé ces derniers temps, mais son audience était quand même très faible. En fait, le mécontentement que les gens expriment en défilant dans la rue, et il y a vraiment des manifestations qui sont très importantes avec Navalny, mais aussi auparavant, c'est plus un mécontentement profond de la population russe par rapport à son niveau de vie. Le niveau de vie des Russes a beaucoup augmenté lors des deux premiers
mandat de président de Vladimir Poutine, c'est-à-dire en gros entre 2000 et 2012. Et là, il y a vraiment eu un niveau de vie qui a été multiplié par 3. La cote de popularité de Poutine était à son plus haut niveau. Et puis, vous vous souvenez, donc, il y a eu 2014, la crise en Ukraine et en Crimée, les prix du pétrole qui ont plongé, puisque le baril de pétrole en décembre 2014 est tombé à $20. Tout à fait. Et là, vous avez une crise économique monumentale en Russie, dont la Russie ne s'est pas vraiment remise. Et le niveau de vie des Russes a commencé à baisser. Aujourd'hui, il y a environ 10 à 13% de la population russe qui vit à la limite ou en dessous du seuil de pauvreté. Donc une population qui se paupérise. Une population qui quand même subit aussi les sanctions occidentales parce que la Russie, dans les 10 premières années du 21e siècle, importait beaucoup. Et là, les importations avec les sanctions se sont durcies, notamment dans tout ce qui est produits agricoles venant de l'Union européenne. C'était un autre très grand marché, la Russie, que nous avons coupé du fait des sanctions imposées par les États-Unis, mais ça, on y reviendra. Et du coup, l'agriculture russe s'est développée, mais un petit peu moins. Et puis, la rupture. Et donc, il commençait à y avoir des protestations. Si vous regardez 2011, 2012, il commençait à y avoir déjà des manifestations avant que ce soit Navalny. Et la grande rupture dans la cote de popularité de Vladimir Poutine, elle date de 2018 et de la réforme des retraites. Alors, c'est passé inaperçu parce qu'il a fait passer cette réforme en juillet 2018. Donc, si vous vous souvenez, juillet 2018, c'était la Coupe du monde de football en Russie. Il a pensé que ça passerait inaperçu. Mais le système de retraite russe, qui n'est pas très généreux en termes financiers, mais qui permettait aux gens de partir tôt à la retraite. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'ils partaient tôt à la retraite, les hommes avaient un petit boulot à côté, donc ça améliorait le quotidien. Et les femmes, elles gardaient leurs petits-enfants, permettant à leurs filles ou à leurs belles-filles de travailler. Donc, Laurence, il va falloir qu'on revienne sur Poutine. Oui, mais ça c'est important. Non, mais ça c'est important. Le temps tourne vite. Oui, mais c'est pour dire que la cote de popularité de Poutine a commencé à chuter à ce moment-là, et c'est très net dans les sondages, parce que cette réforme des retraites est très mal passée. On est en 2021 et elle ne passe toujours pas. C'est donc Shoigu, c'est ça, Sergueï Shoigu, c'est lui le successeur potentiel ? Beaucoup le donnent comme patron du renseignement militaire quand même, ce qui va dans le sens de ce que vous disiez au début. C'est pas parce qu'il va plus y avoir Poutine que le régime va se libéraliser. Non, le régime tient véritablement par ou bien les anciens des renseignements, ou bien le renseignement militaire. Et Shoigu est effectivement donné. Si c'est pas lui, c'est Dioumin, mais lui aussi, il vient du GRU. C'est GRU, c'est le renseignement militaire. Le GRU, le renseignement militaire russe. Ce sont eux qui effectivement tiennent la corde. L'idée, donc, aujourd'hui, premier producteur mondial d'énergie fossile. Oui, mais l'idée, on est quasiment au bout, Laurence, mais l'idée d'une mutation, ben oui, mais vous reviendrez, et puis on prendra plus de temps. L'idée d'une mutation, même l'Arabie Saoudite réfléchit à la mutation de son modèle. J'ai l'impression que les Russes, alors pas du tout. Ça c'est le point important, l'économie russe et les énergies fossiles. Une minute. Non. 5. Si. non, c'est pas possible. Alors, non, mais l'économie russe... Il y a une mutation en cours ou pas ? Non. Et c'est bien le problème, c'est que l'économie russe à moyen long terme est condamnée parce qu'il n'y a pas de révision du modèle économique russe qui repose sur les hydrocarbures, donc sur le pétrole et le gaz. En termes de pétrole, la production baisse, il y a les accords avec l'OPEP, mais il y a aussi le fait qu'il faut urgemment réinvestir en technologie dans le système de production de pétrole russe, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, notamment... Il faut faire muter le modèle. Notamment à cause des sanctions, donc la technologie n'est pas disponible. Dans le domaine du gaz, c'est un modèle qui repose sur les gazoducs, qui n'est plus du tout adapté au marché actuel, qui va plutôt vers le gaz liquéfié. Donc c'est tout le modèle économique russe, puisqu'effectivement les hydrocarbures, ça représente la moitié de la ressource du budget fédéral, est en péril à moyen long terme. Donc c'est toute l'économie russe qui n'a pas été diversifiée, qui risque de s'effondrer. Bon, à bientôt. Laurence Daziano qui reviendra nous revoir très très vite sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Alexis Frère-Jean. Salut Alexis. Salut Stéphane. Fondateur de Vroomly. Ouais. Les gars, vous êtes des grands enfants quand même.
Parce que Vroomly, c'est quoi vroom vroom? Ça fait vroom vroom, on va s'appeler vroom. C'est tout bête. Déjà, je mets le t-shirt pour que ma mère reconnaisse que je suis passé à la télé. Et Vroomly, en fait, c'est tout bête. C'est vroom vroom, on voit que c'est des voitures. Et Ly, c'est un peu le service en anglais, cordially, sincerely. Et donc l'idée, c'est de simplifier la vie des automobilistes et des garagistes. Donc quand on a cherché un nom il y a 3 ans, effectivement, on est arrivé là-dessus, mais on est assez content du nom. Ouais, et, j'avais pas le... Parce que le vroom, je voyais bien. Et le Ly, et le Ly, c'est à la fin des mails, tu sais, quand tu dis sincerely, cordially, en fait, c'est généralement, c'est un adverbe ou un adjectif assez dans le service. Et donc l'idée, c'est d'amener du service autour de la voiture, quoi. Mais je vais t'expliquer plus en détail de ce qu'on fait exactement chez Vroomly. Absolument. Alors j'ai fait un truc là aussi, j'ai commis un attentat contre moi-même parce que normalement je traite de tous les noms ceux qui font des images comme celle-là, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Le TripAdvisor de l'entretien auto. Alors, c'est pas exactement ça. Il y a de ça, évidemment. Moi, c'est la recommandation qui m'intéresse le plus, en fait, dans tout ce que tu... Donc, vas-y. Ouais. L'idée, c'est... gros, tu pars du constat qu'en gros, personne n'a envie d'aller chez un garagiste, comme personne n'a envie d'aller chez un dentiste, parce qu'on se dit... en fait, je maîtrise rien, ce gars-là, il peut me raconter ce qu'il veut et je vais me faire essorer. Ouais, c'est un peu ça. En gros, si tu devais faire un parallèle, moi je suis comme toi, j'aime pas trop faire des parallèles avec entre une, c'est le Netflix de la boulangerie, ça marche assez peu. Mais si on devait en faire un, on serait peut-être le Doctolib des garages, plus que le TripAdvisor des garages. Pourquoi? En gros, on est un intermédiaire digital dans le monde de l'aftermarket, donc dans le monde de l'entretien auto. Notre constat, c'est que quand tu parles de booking sur les hôtels, quand tu parles de Doctolib sur les médecins, quand tu parles d'un comparateur d'assurance, en fait, ceux qui ont réussi ont adressé un besoin qui est bien spécifique à leur verticale. Chez les médecins, il n'y a pas de problème de confiance, il y a peu de problèmes de prix en France, en tout cas, parce que tu es remboursé par différents moyens. Et donc, ils ont adressé vraiment un pain point qui était comment je prends rendez-vous chez les médecins et que ce soit fiable. Nous, dans les garages, on a un énorme défi dans notre marché, mais qui est aussi notre opportunité, celle qu'on a saisie il y a 3 ans, c'est qu'il y a un énorme problème de confiance entre les automobilistes et les garagistes. Donc Vroomly, nous, on se définit, notre mission, c'est des créateurs de confiance. Et en gros, qu'est-ce que ça donne dans le produit ? Nous, on est persuadés que dans une marketplace ou dans une plateforme de service, tu ne peux pas juste un péage entre l'offre et la demande. Ça, généralement, soit ça ne marche pas dès le début, soit tu commences à grossir un peu, puis on se rend compte que tu n'apportes aucune valeur ni à ton offre, ni à ta demande. Oui. Et donc, nous, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut recréer ce lien de confiance entre l'utilisateur et son fournisseur, entre le garagiste et son client. Et on pense que la confiance, ça passe par l'information. En gros, si je te donne suffisamment d'informations, suffisamment tôt et suffisamment facilement, en fait, je vais désamorcer toutes les situations de tension que tu peux avoir une fois que tu es pendant le rendez-vous avec le garagiste. Et donc, les infos clés, en fait, on les a listées, il y en a 4. Pour choisir ton garage, alors tu veux d'abord la localisation, ça c'est tout bête, tu veux choisir des garages qui sont près de chez toi. Après, tu veux connaître le prix. Et ça, c'est hyper important, mais on est persuadé que ce n'est pas le seul facteur. Et donc, le prix, tu veux qu'il soit fiable et juste. C'est-à-dire que fiable, c'est le même prix qu'on m'a annoncé au début que celui que je vais payer à la fin. Et juste, ça veut dire que dans le marché, idéalement, il est bien placé, voire le plus bas possible. Et une fois que tu sais que tu as un garage pas cher, près de chez toi, est-ce qu'il est de bonne qualité? Et là, je rejoins ton point sur la recommandation. Nous, on a la chance d'avoir un client sur 3 qui laisse un avis sur Vroomly. C'est des avis qui sont vérifiés. On sait que c'est des clients qui sont vraiment passés chez le garagiste, qui ont vraiment fait réaliser une intervention. Et donc, on a vraiment une manne qui est les avis de nos clients qui nous permettent d'être très regardants sur la qualité des garages partenaires. Et donc de pouvoir... nous, on n'est pas là pour couler un business. Donc, nous, on met en avant des bons garages. Quand un garage est avéré par des retours clients ou par des enquêtes en interne que le garage n'est pas bon, dans ce cas-là, on arrête juste de bosser avec lui, on le laisse faire sa vie de son côté. Et une fois que tu sais que tu as un garage qui est près de chez toi, au bon prix et de bonne qualité, est-ce qu'il est disponible mardi à 14h quand j'ai pris mon RTT pour aller poser ma voiture. Et donc avec ces 4 critères, localisation, prix, réputation et disponibilité. Après, nous, on est agnostique, on n'a pas de religion. On n'est pas là pour te dire il faut aller chez Dupont et Fils ou chez tel réseau ou tel garage. On te laisse choisir en fonction de tes critères à toi. Et ce qui valide un peu notre point, c'est qu'aujourd'hui, tu as 40% des clients qui vont prendre le moins cher, 30% qui vont prendre le mieux noté et 30% qui vont prendre le plus proche. Donc ça valide un peu notre postulat de départ qui est que l'expérience pour aller chez le garagiste est plus complexe que juste un comparateur de prix ou un comparateur de réputation ou de proximité. Je vais insister sur ma réputation et sur ma recommandation. Parce que d'abord, quand tu fais ça, à mon avis, tu prends un risque considérable. Quand tu fais quoi? Quand toi tu dis il va y avoir de la recommandation. Ouais. Parce que le garagiste, quand tu démarres,
Mais j'ai absolument pas envie, moi, que n'importe qui puisse noter mon boulot. Ils y connaissent rien. Non, au revoir monsieur, il n'en est pas question. À un moment, quand tu as une telle surface que tu deviens incontournable, là, ils sont tous niqués, il n'y a pas de problème. Non, ils sont pas niqués, on est là pour les aider. On est là pour les aider, mais en tout cas... Oui, ou pour les sortir quand ils sont pas au standard. Mais au départ, tu prends un risque considérable. Et tu prends ce risque parce que tu sais que c'est ça, quand même, la clé du truc. Non, mais on prend ce risque aussi, c'est pas vraiment un risque parce que la vision long terme de Vroomly, c'est de créer le SaaS pour tous les garagistes, en tout cas tous ceux qui voudront nous rejoindre, partout en Europe. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire à moyen terme. Et donc en fait, on est autant au service de l'automobiliste que du garagiste. On n'est pas en train de défendre l'automobiliste contre le méchant garagiste, on n'est pas en train d'essayer d'attirer des moutons automobilistes chez les gentils garagistes. On est au milieu. On est là pour mettre des clients qui sont de bonne qualité, qui sont bien informés, avec des garagistes qu'on a sélectionnés et avec qui on a envie de travailler sur le long terme. Et donc, quand on lance dès la création, en fait, quand on lance les avis, en fait, on fait beaucoup de travail de pédagogie auprès des garages et on va les aider au début à répondre, à bien créer leurs fiches produits. Et on fait d'ailleurs aujourd'hui des formations, même en dehors de Vroomly, comment bien animer son Google My Business, ce genre de choses, sa visibilité en ligne partout. Et il y a beaucoup de pédagogie sur l'importance aujourd'hui, puisqu'on n'a plus le choix, d'être visible et de bien gérer en fait sa réputation en ligne, qui est quasiment équivalente maintenant avec sa réputation tout court. Ah mais bien sûr, ça veut dire, ça c'est l'image que je reprends sans arrêt, je la dois à une des responsables de la digitalisation chez AXA. Elle a ses agents généraux, qui sont un peu les garagistes de l'assurance. Et elle prend cette formule, elle dit si vous laissez un mauvais avis sur Google, c'est comme si vous aviez un tag sur votre vitrine. Un tag sur votre vitrine, vous le nettoyeriez tout de suite. Donc occupez-vous de l'avis sur Google. Je trouve cette image remarquable. Nous, c'est exactement ça. Et là c'est vraiment de l'autopromotion. Mais nous, on a la chance d'avoir été reconnus sans avoir fait de démarche. C'est juste Google qui nous a sélectionnés comme un organisme de notation fiable. Et donc aujourd'hui, alors c'est Google qui choisit, mais dans la majorité des cas, sur la fiche de le garage partenaire, on a d'abord la note Google et en dessous, on a la note Vroomly qui apparaît. Donc ça permet aussi de contrebalancer aussi celui qui aurait mal tenu sa fiche Google. Il a au moins en dessous 60 avis Vroomly avec la vraie note de clients qui sont vraiment passés. Mais ça veut dire qu'alors ils avaient conscience qu'ils allaient avoir un problème, les garagistes. Ils avaient conscience pour qu'ils acceptent tout ça. Tout ce que tu viens de décrire, ça veut dire qu'ils avaient conscience qu'il fallait qu'ils bougent. En fait, on peut le voir comme ça, mais en fait, un garagiste, c'est avant tout un chef d'entreprise et un commerçant. Nous, on parle de la mauvaise réputation des garagistes, mais en fait, il y a une minorité de moutons noirs, peut-être 10 à 15% du marché qui ont des mauvaises pratiques. Il y a au milieu des très bons techniciens qui ne sont pas forcément tous des très bons commerçants, c'est-à-dire qu'ils n'expliquent pas forcément assez bien ce qu'ils font et tout, mais ils sont très bons techniciens, ils sont honnêtes, ils font des très bons boulots. Et puis il y a évidemment des très bons élèves qui communiquent très bien, accueillent, ont un service irréprochable et font aussi du très bon boulot. Mais la majorité en fait sont des très bons mécaniciens. Et en gros, si on leur explique qu'est-ce qu'ils ont à gagner, en fait la digitalisation c'est un grand mot pour dire en fait les amener vers quelque chose qui leur permet de développer leur business. Et combien t'en as des garages affiliés? T'en as plus de 3000. Ouais. T'as pas été les voir tous, donc ça veut dire qu'à un moment ils ont compris qu'il se passait un truc et c'est eux qui sont venus te voir. T'as pas été voir les 3000 quand même. Oui et non, c'est-à-dire qu'on a commencé par 90% de ce qu'on appelle d'outbound, donc c'est-à-dire que c'est nous qui les avons démarchés. Ouais. Aujourd'hui on a 85% d'indépendants sur la plateforme, c'est-à-dire que c'est des garages, il y a un garage, donc c'est des garages qu'on a été voir ou qu'on a contacté un par un. D'accord. Et évidemment, on a des accords avec des grands réseaux ou des grands groupes, mais si on a été les voir un par an en fait. Et maintenant, évidemment, alors on est jeune, on a lancé le service en avril 2018, mais maintenant on commence à avoir beaucoup plus de demandes entrantes parce qu'effectivement, en fait, c'est toujours pareil. Ça marche si on crée de la valeur, ça marche si ça sert en fait à nos clients quoi. Et nos clients, en fait, on a deux clients, on a l'automobiliste et le garagiste. Et puis à un moment, tu as l'effet de plateforme. La magie de l'effet de plateforme, c'est qu'à un moment, tu rentres et tu y es arrivé. Doctolib y est remarquablement arrivé. Tu rentres. On est un peu au-dessus de Doctolib. On est à peu près au niveau équivalent de Doctolib. Tu rentres dans un cercle vertueux qui fait que tu deviens incontournable. Ouais, nous, en fait, c'est un peu l'idée. L'idée, c'est surtout d'apporter de plus en plus de valeur à nos partenaires. Pendant le premier confinement, en fait, c'est ce qu'on a essayé de faire pendant la crise. C'est-à-dire qu'à l'annonce du confinement, on a fait d'abord un sondage auprès de nos... Alors à l'époque, on avait 1500 garages en mars. Et on a demandé qui reste ouvert. Il y a 40% de nos garages qui nous ont répondu qu'ils restaient ouverts. Et nous, on a vu notre trafic baisser. On a à peu près aujourd'hui 1,2 million de visiteurs uniques par mois sur la plateforme. On l'a vu baisser de 90% en une journée. Normal. Donc là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on est fidèle à notre mission? Donc créateur de confiance, simplifier la vie des garagistes. Et donc du jour au lendemain, on a simplifié le produit, c'est-à-dire qu'on a enlevé la prise de rendez-vous avec les devis et tout ça. On a juste fait un annuaire en disant est-ce que vous êtes ouvert ou non.
Et on a essayé de dire à toutes les personnes, les personnels soignants, les livreurs, si vous cherchez un garage ouvert, venez chez Vroomly, parce qu'au moins, vous avez une info fiable, mise à jour tous les jours, sur où est-ce que vous en avez vraiment un d'ouvert. Et on a dit à tous les garages de France, pas d'abonnement, pas d'engagement, c'est gratuit. Venez pendant le confinement. Au moins, là, vous avez un porte-voix pour dire, moi, j'existe, et si quelqu'un a besoin de mon aide pour réparer ma voiture, j'existe. Ça, on l'a fait vraiment, quoi, sans vraiment arrière-pensée, parce qu'on l'a fait en 3 heures. T'es passé en 1500 à 3000. Ouais, parce que du coup, effectivement, je pense qu'on a vraiment réussi à faire passer notre état d'esprit qui est... On est là, évidemment, c'est pour faire de la croissance, pour grandir, mais nous, on pense qu'il faut que la croissance ait un sens. Et il faut qu'elle ait une croissance pour toutes les parties prenantes, pour tous les stakeholders, quoi. Il faut qu'elle ait une croissance en interne pour les salariés, pour le client, pour le fournisseur, quoi. Bon. Vroomly Parts maintenant. C'est-à-dire que tu veux développer sur une marketplace. Ouais. Et ça, les amis, je vais vous en reparler des marketplaces parce qu'il y en a partout. Et en fait, si même eux, ils se lancent dans la marketplace, il va falloir vraiment qu'on fasse le point là-dessus. Il se trouve qu'on a un champion mondial qui s'appelle Miracle. Ouais. C'est pas eux qui font ta marketplace d'ailleurs, parce que je leur en ai parlé, ils me disent non, on connaît pas Vroomly. On fait tout notre code en interne, tout est développé en natif. Tu iras chez eux plus tard, quand tu seras Amazon des garages. Ouais. Voilà. Ce sera plus le TripAdvisor. Mais pourquoi pas. Donc, c'est quoi l'idée justement alors? Marketplace de pièces détachées automobiles. En fait, ce qui est amusant, c'est que tu parles de marketplace. Vroomly, que je viens de te décrire sur la prise de rendez-vous, c'est déjà une marketplace en fait. C'est déjà la mise en relation d'une supply avec une demand et un site au milieu qui fait la conversion. Et donc, une marketplace, par nature, c'est un équilibre instable entre l'offre et la demande. Il faut faire croître en permanence l'offre et la demande et travailler au milieu le produit qui relie le mieux les deux. Ça, c'est sur la marketplace. Ce que je te disais au début, c'est que nous, notre vision du produit à moyen terme, à quelques années, c'est de créer le SaaS qui puisse adresser 80-90% des besoins d'un garage. Et on aime bien prendre l'exemple que dans quelques années, Hans, qui veut ouvrir un garage à Munich, puisse avec Vroomly, en gros, il se met sur Vroomly et il peut gérer son garage depuis Vroomly, quoi. Ça, c'est notre vision un peu plus long terme. Et donc, on a listé les besoins du garagiste. Le premier besoin, c'était, quand on a interviewé il y a 3 ans des premiers garages, apporte-moi plus de chiffre d'affaires et de manière plus simple, plus facile. Aide-moi à digitaliser en gros la prise de rendez-vous. Donc là, c'est ce qu'on a décrit. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, le métier du garagiste, une fois qu'il a le véhicule d'un client chez lui, c'est de monter des pièces dessus. Et donc, en gros, son premier poste de dépense, à part son salaire, c'est l'achat de ses pièces. En gros, c'est sa matière première. Et donc, on fait ce qu'on sait faire sur une marketplace, mais à l'étage au-dessus, où en gros, on donne accès à un garage à plusieurs distributeurs autour de lui. Et comme je te disais tout à l'heure, on ne peut pas juste créer un péage entre les distributeurs et le garagiste, ça ne sert à rien. Donc, on a essayé de comprendre comment un garage achetait ses pièces et d'améliorer, d'essayer de proposer la meilleure expérience d'achat de pièces en B2B. On n'est pas au Scaro. On est vraiment sur de l'achat à destination des garagistes. Et il faut avoir un compte Vroomly pour être... Et je te dis juste ça. En gros, un garagiste, aujourd'hui, il achète 60 à 80% de ses pièces chez un fournisseur. Et après, il travaille avec 2-3 autres fournisseurs lorsque la pièce n'est pas disponible chez le premier. Et on a essayé de comprendre pourquoi tu choisis ce fournisseur-là en particulier. Et ils nous ont tous dit, en fait, je choisis le fournisseur principal parce qu'il a le catalogue le plus large possible. Donc quand je l'appelle, je sais que je vais trouver la pièce chez lui. Et il me livre en 2 ou 4 heures. Il me livre très rapidement parce que je stocke rien. Et seulement après, une fois que j'ai choisi ce type-là, qui a un très large stock, en fait, avec beaucoup de références, beaucoup de stocks en référence, je regarde les prix et je commence à négocier les prix avec lui. Mais il choisit d'abord sur des critères de praticité parce qu'il y a tellement de véhicules, tellement de pièces, tellement c'est complexe. Et puis il est comme tous les petits patrons, il n'a pas le temps, donc il veut que ça aille vite. Absolument. Et en revanche, nous, on s'est rendu compte sur Vroomly Booking, ce qu'on appelle Vroomly Booking, c'est la prise de rendez-vous, que les quelques pourcents de garages qui avaient vraiment optimisé leurs achats, qui avaient trouvé des solutions pour acheter moins cher, revendaient moins cher, donc faisaient la même marge, mais attiraient beaucoup plus de clients et donc tournaient beaucoup mieux. Et donc on s'est dit, OK, le garagiste veut quoi? Il veut une offre très large, il veut du service rapide, et nous, on voudrait qu'il ait du prix. Donc la marketplace, ça s'y prête très bien. En fait, une marketplace, la promesse de Vroomly, c'est de donner accès en local à 4 ou 5 distributeurs autour du garage. Donc en agrégeant les 4 ou 5, on a la plus large gamme du marché, puisqu'on a 4 stocks au lieu d'un. Donc on a forcément la gamme la plus large. La pièce qui cherche, la plaquette de frein Ferrodo, elle est disponible chez 2 ou 3 gars, et il y en a forcément un qui est près de chez lui, donc il a un délai de livraison qui est très rapide. Et nous, ce qu'on lui promet, c'est de pouvoir économiser 20 à 30% sur ses achats. Pas parce qu'on est systématiquement 20 à 30% moins cher, mais c'est parce qu'il va comparer chaque pièce qu'il achète. Alexis, il nous reste quelques secondes. Ouais. Ça, forcément, ça va te mettre à un moment en lien avec les constructeurs.
Les constructeurs, ils ont des concessionnaires. Les concessionnaires, c'est le garage et l'entretien du véhicule qui fait la rentabilité de la concession. Ouais. Comment ça se passe avec eux? Question vraiment réponse rapide, il nous reste quelques secondes. Réponse rapide, en gros, nous, le lien avec le constructeur, il n'est pas évident. En revanche, travailler nous sur avec... les pièces, quand même, il y a un certain nombre de pièces qui sont constructeurs. Oui, alors nous... Même s'il y en a de moins en moins, on est d'accord. Mais tu as des pièces constructeurs, il y a très peu de pièces qu'on appelle captives, c'est-à-dire où il n'y a que le constructeur qui peut la construire. La majorité des pièces, en fait, ont des références, un peu des... J'ai oublié le terme dans la pharmacie. Des termes génériques. De qualité d'origine. D'accord. Et donc, du coup, existent chez Bosch, chez Ferrodo, chez Contitech, ce genre de choses. Et sinon, juste avec les concessionnaires? Et avec les concessionnaires, nous, en fait, ce sont des clients. Ils peuvent être. Après, évidemment, ils continueront à acheter la majorité de leurs pièces chez leur maison mère, mais on peut être une solution de dépannage dans un premier temps, et puis après, on peut avoir des concessionnaires qui décident d'acheter toutes leurs pièces chez nous. Bon, on se reverra parce que j'ai l'impression qu'il y avait encore plein de trucs à raconter, Alexis. Mais oui, mais à un moment, les meilleures choses ont une fin. Voilà. Je comprends bien. On continue Bismart, les amis. On termine, les amis, avec Julien Latouche. Salut Julien, fondateur de Robin. Bonjour Stéphane. Je le dis en toute transparence, on se pose une question ensemble, Julien, parce que ça m'intéresse beaucoup l'ensemble de ces histoires. Est-ce qu'il y a des sujets qui pourraient faire l'objet d'un rendez-vous récurrent entre nous? C'est quoi, par exemple, les sujets du moment aujourd'hui? Donc, Robin, comment est-ce qu'on peut dire? Plateforme de mise en relation entre des entrepreneurs et les avocats, c'est ça, quand ils ont des problèmes à résoudre. Est-ce qu'il y a des sujets qui remontent là en ce moment, par exemple, qui seraient liés à la reprise ou au contraire à la fin au débranchement de l'ensemble des aides publiques? Ouais, en fait, nous, on a mis en place des numéros d'aide juridiques disponibles 7 jours sur 7 que mettent en place les collectivités pour leurs acteurs économiques. Et on a fait une étude très scientifique sur les typologies de questions qui reviennent. Ce mois-ci, 30% des appels qu'on reçoit, ce sont des entrepreneurs qui nous disent « je n'ai accès à aucune aide. Je regarde tout ce qu'il y a, je ne comprends pas. Il y a un trou dans la raquette sur ça, là je ne comprends pas quoi faire. » Donc le gros sujet du moment, il n'est peut-être pas nécessairement juridique, mais il est sur l'aide financière que moi je peux avoir en tant qu'entrepreneur, et particulièrement sur les nouvelles entreprises. Ouais, mais alors, c'est leur expert comptable le problème alors pour le coup, les gars, là. S'ils comprennent. Enfin, parce que 30%. Oui, non, ok, 30% des requêtes, c'est pas 30% des entrepreneurs. Bien sûr, t'as raison. Mais sur l'étude, on l'a fait sur 4000 entrepreneurs. Donc c'est quand même significatif. Parce que je prends un exemple très concret. Hier, j'étais avec un restaurateur qui s'appelle Benjamin. Il a lancé son resto il y a 1 an. Le lendemain, il apprend que l'épidémie arrive. Pas confinement. L'épidémie arrive. Donc, résultat, il me dit, voilà, j'ai 2 maisons que j'ai hypothéquées, j'ai travaillé toute ma vie pour ça, j'ai investi 400 000 € dans mon projet d'entreprise, sauf qu'aujourd'hui, j'ai moins d'1 an, donc je n'ai pas de bilan. Pas de bilan, ça veut dire pas de chiffres sur lesquels se baser, donc pas accès au fonds de solidarité, pas accès aux prêts garantis par l'État. Il a ouvert 4 mois, il a rêvé de son projet toute sa vie, et là, c'est liquidation judiciaire. Donc, tous ces gens-là, ils sont complètement perdus. Et en même temps, on peut comprendre pourquoi. Et le gouvernement ne peut pas, on comprend, faire des mesures au cas par cas. Donc, il faut essayer de faire remonter de l'information. Et là, c'est ce qu'on essaye de faire. Oui, mais là, le gars, il est cuit. T'as beau faire remonter de l'information, il n'y a pas. Alors, le sujet, c'est qu'en fait, les aides, elles ne sont pas que au niveau de l'État. On regarde tout de suite ce qui se passe au niveau de l'État, mais les collectivités, dans les territoires, mettent en place plein de systèmes qui peuvent aider les entrepreneurs en difficulté. Je prends l'exemple, à Auxerre. J'étais à Auxerre la semaine dernière. La direction économique de la ville m'expliquait que la région leur avait donné une somme d'argent pour qu'ils puissent distribuer, en fonction, aux entrepreneurs en difficulté, de l'argent pour combler leurs besoins de trésorerie. Les régions, la région Hauts-de-France, par exemple, a mis en place un guichet d'aide disponible tout le temps pour trouver la meilleure aide, l'aide la plus pertinente pour son entreprise. La région Île-de-France a mis en place une aide au paiement des loyers. Elle est encore disponible de 1 000 €. Mais il s'adresse à qui? Alors, ok, mais ces dispositifs régionaux, enfin, quand je dis il s'adresse à qui, comment est-ce que les entrepreneurs sont informés de l'existence de ces dispositifs régionaux? C'est à travers les experts comptables, j'imagine, que la région envoie ces informations, non? Mais le véritable problème, c'est celui-là. C'est-à-dire, l'aide existe, mais je ne suis pas au courant qu'elle existe. Et c'est là où Robin a toujours son rôle à jouer dans cette crise. C'est-à-dire qu'on accompagne les entrepreneurs sur le juridique, parce que leurs besoins sont toujours aussi importants, que ce soit pour renégocier un bail commercial, obtenir une indemnisation de son assureur, enfin la perte d'exploitation, gros sujet, on en a déjà parlé. Oui, tout à fait. Mais aussi, à quelle aide j'ai droit?
Je veux dire, comment je fais? Moi, je suis un entrepreneur. Mon expert comptable, il a 1000 clients qui lui envoient 1000 messages pour savoir où en est leur dossier, pour obtenir peut-être le fonds de solidarité qui n'est pas toujours automatique. Enfin, c'est complexe. Les experts comptables ont aussi besoin d'être aidés. On accompagne d'ailleurs pas mal d'experts comptables aussi. Enfin, l'enjeu, c'est comment on peut aider à mettre en lumière tous les dispositifs qui existent et qui sont utiles. J'étais encore la semaine dernière à Amiens. La direction économique... Dis donc, tu te balades bien quand même. Hein. Donc on a été à Auxerre, à Amiens. Très bien, très bien. Parce que les entrepreneurs, ils sont dans les territoires. Je veux dire, tous ces commerçants dont on parlait, les maraîchers, les bouchers, les artisans dont je te parlais la dernière fois, ils se sont toujours sentis un petit peu à l'écart face à la Startup Nation. Ils créent énormément de valeur. Je veux dire, oui, je vois pas le rapport là avec ça a le été, sujet. La Startup Nation, elle s'en est pris. Un exemple très concret. Vas-y, parce que tous ces entrepreneurs-là, on ne les met pas nécessairement en lumière. Ils voient, et c'est très bien tout ce qu'on fait pour les startups. Je suis entrepreneur, je suis start-upper, on travaille avec des startups. C'est formidable ce qui existe. Mais de l'autre côté, il y a des entrepreneurs qui ne sont pas sexy. Est-ce que c'est sexy demain est-ce que tu reçois des bouchées sur Bismart? Évidemment que non, c'est pas la... Tu deviens démagogue, Julien. Non. Si. Le sujet, c'est pas... Enfin, on n'a pas le temps de parler de ça, on en parlera une prochaine fois si tu veux, mais le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet, c'est qu'est-ce qui va porter l'avenir de tes enfants. Voilà. Donc, des bouchers, des maraîchers, tout ça, c'est formidable. C'est pas ça qui va augmenter ce qu'on appelle la croissance potentielle de la France, tu vois. Ce qui va augmenter la croissance potentielle de la France. Ce qui va faire que tu auras toujours ta place dans la mondialisation, dans le concert des nations, dans tout ça, sont les start-upers. C'est la tech. C'est le progrès, c'est la recherche. Voilà. Donc, c'est pas une question d'être sexy, pas sexy, c'est une question d'enjeu. Je referme la parenthèse. Je partage ce que tu dis. Ce que je dis simplement, c'est que tous ces entrepreneurs-là, ils sont 3,9 millions en France, et on ne parle plus nécessairement d'eux. C'est pas grave, mais il faut les aider, et il faut leur donner les clés en main pour réussir à développer ou à tenir même leur activité. C'est pour ça qu'on va dans les territoires. Et juste pour revenir sur ce que je disais, une métropole me disait avoir débloqué 4 ou 5 millions d'euros pour aider les entrepreneurs, mais que personne n'avait sollicité ces dispositifs. Non mais voilà, c'est ça le truc. Parce qu'il faut les faire connaître. Et donc, pour revenir sur ta question, est-ce qu'il y a un intérêt à parler des dispositifs? Donc, et il faut les faire connaître, et donc il faut qu'il y ait des start-upers un peu imaginatifs pour justement trouver les solutions qui sont quand même tout le temps digitales, si on veut qu'elles soient très, très largement répandues, pour faire connaître l'ensemble de ces systèmes. Tu vois, Julien, oui, tu sers. Et la BPI a fait un travail complètement. Par exemple. Mais, et je l'aime, la Startup Nation. Non, mais la BPI, par exemple... Non, mais je comprends ton point de vue, qui est quand même un peu démagogue. Je me permets de le dire. Je remonte des problématiques hyper terrain. Oui. Ce que je te dis, c'est pas... Enfin, et puis en plus, il y en a plein de 20... Non, mais alors c'est ça que j'ai du mal à comprendre d'ailleurs. C'est, franchement, l'ensemble de ces situations désespérées, il y en a plein les 20 heures, il y en a plein les journaux d'information. Et c'est presque aussi de ce côté-là que le boulot est peut-être pas fait correctement. Voilà. T'as raison, je pense qu'il faut montrer ce qu'ils font de bien. Ouais. Parce qu'il y en a qui se sont battus. Il y en a qui investissent. Je te parlais de ce restaurateur qui met 400 000 euros dans son projet. Non, mais là, alors, c'est ça. Mais ça, c'est le risque, ça. Ouais. C'est ça que aussi notre pays a du mal à comprendre. C'est justement des histoires comme ça. Le gars, il a pris un risque considérable. Voilà. Bon, donc, comment est-ce qu'on conclut cet entretien passionnant? Non, je pense qu'il faut part dans tous les sens. Il faut faire connaître les dispositifs. Mais en tout cas, voilà, dispositifs régionaux, ils existent. Donc, allez voir. Alors, régionaux. Quel numéro de téléphone, le dispositif régional? J'appelle qui? Sur le site de sa région, il y a généralement des numéros uniques qui ont été mis en place pour justement pouvoir appeler et demander voilà, quelles sont les aides qui existent. Pourquoi des numéros uniques? Parce que l'entrepreneur en a marre d'être dirigé vers 50 000 interlocuteurs toute la journée. Ça marche bien, c'est plutôt utilisé. Nous, on le fait sur le juridique avec Robin, mais les régions, les territoires, les villes, allez voir votre ville. Si vous habitez à Amiens, si vous habitez à Auxerre, si vous habitez à Aix-en-Provence, partout, appelez votre mairie, appelez le service de développement économique et demandez-leur qu'est-ce qui existe concrètement pour me sauver. L'entrepreneur a du mal à avouer qu'il n'a plus de solution. Il faut le faire. Il faut oser demander de l'aide. Parfait. Non, et puis c'est le top des requêtes, là, c'est peut-être un truc qu'on essaiera de faire comme ça régulièrement. Je trouve ça très intéressant. Julien Latouche, fondateur de Robin sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain.